Nous avons repris le même modèle à un niveau plus modeste avec la volaille et le maïs. Toutefois, bien que nous ayons été satisfaits de ces résultats, la liste des défis et des problèmes non résolus restait longue. En tant que démocratie en développement, nous constatons que même avec des taux de contrôle, avec un contrôle de la population, nous avons une augmentation démographique importante. Notre économie connaît une forte croissance. C'est vrai. Et cela a fait augmenter la demande de produits alimentaires, mais a également créé une demande pour la qualité. Nous sommes également conscients, très péniblement conscients, du fait que des années d'utilisation d'engrais chimiques sur les terres arables ont causé une grave détérioration. En outre, il faut améliorer l'approvisionnement en eau et les systèmes d'irrigation. Comme il n'y aura pas de nouvelles terres agricoles disponibles, il va falloir trouver des moyens novateurs pour produire davantage et augmenter les rendements. La liste est interminable. Nous faisons un réel effort pour trouver des solutions à ces problèmes de diverses manières. Par exemple, nous avons renoncé au concept de la sécurité de l'accès à l'alimentation pour opter pour la sécurité de la nutrition. Nous voulons nous assurer que nous sommes conscients que la quantité à elle seule ne suffit pas. Et je suis donc heureux de pouvoir vous dire que 3 États, Jammu, Cachemire, Punjab et le Tamil Nadu, ont déjà atteint et même dépassé les objectifs du millénaire pour le développement et que 4 autres États y atteindront très prochainement. Nous avons également amélioré nos capacités de recherche et de vulgarisation sur d'autres types de cultures, notamment les céréales moins nobles et les lentilles. Nous voulons améliorer la production et améliorer la qualité des terres. Enfin, les technologies permettant une meilleure utilisation de l'eau sont encouragées. Cela étant dit, je passe maintenant à la dernière partie de ma communication. Malgré toutes ces mesures que nous avons prises et que je viens de vous énumérer, je dois avouer que les mémoires collectives sont très présentes. Et l'une de ces mémoires collectives, pour nous, c'est celle des années de pénurie. Nous continuons donc à garder à l'esprit les dangers que présente une dépendance excessive à l'égard des importations. Par exemple, pour ce qui est des haricots et fèves sèches, nous devons importer, notre consommation dépassant notre production. Et cela préoccupe bien des gens dans notre pays. À mon sens, l'écart n'est pourtant pas très grave et il ne menacerait certainement pas la sécurité alimentaire. Mais il y a cette pression constante à l'autonomie. Nous pensons que la consommation devrait se situer autour des 30 millions de tonnes si nous voulons que nos citoyens soient assurés. Et c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, je disais que dans le domaine de la sécurité de l'accès à l'alimentation, les défis ne disparaissent jamais. Qu'avons-nous appris de la révolution verte? La première leçon que nous avons retenue, c'est qu'il faut avoir une stratégie sur le long terme et un plan d'action sur le long terme.
Il faut s'appuyer pour cela sur une équipe dévouée de professionnels qui ait une mission. Nous avons la chance d'avoir des leaders forts qui ont pu s'appuyer sur des professionnels comme le docteur Kourian, Suminati, Chadan et tant d'autres. La deuxième leçon plutôt, c'est qu'il faut investir constamment dans le processus. À mesure qu'il avance, il y aura toujours de nouveaux besoins, de nouveaux défis. Et par conséquent, à moins que les investissements ne suivent, ne soient assurés, l'on risque de perdre les avantages de la révolution verte. Troisièmement, pour réussir, il faut que toutes les parties concernées participent, c'est-à-dire les cultivateurs, les fournisseurs, les consommateurs, les politiques, les négociants, tous. Quatrièmement, nous savons que des cadres fragiles ne suffisent pas. Il faut avoir un système complet. Si vous proposer une augmentation de la production, il faut aussi que le système de soutien soit à la hauteur pour correspondre aux quantités attendues. Nous avons appris également que du point de vue de l'équité, il faut avoir à la fois de la réglementation, de l'activisme, de la militance et de la réglementation. Enfin, nous avons appris que tous les citoyens doivent bénéficier de ces processus. C'est alors seulement que vous pourrez compter sur un véritable soutien populaire à ces initiatives. En conclusion, permettez-moi de vous dire que si l'Inde a parcouru beaucoup de chemin sur la voie de l'accès à l'alimentation au cours des 15 dernières années, elle est loin d'avoir atteint son but. Elle doit encore se fixer de nouveaux objectifs. Par exemple, nous, dans le cadre de la loi sur la sécurité alimentaire, nous avons fixé de nouveaux objectifs qui vont au-delà de ceux prévus par les objectifs du millénaire pour le développement. Mais ce ne sont là que des jalons sur la longue voie qui se déroule devant nous. Notre objectif étant que notre population d'1,5 milliard d'habitants soit bien nourrie. Et avec la volonté de Dieu, nous y parviendrons grâce à la coopération de tous. Merci. C'est M. Tarrant. Je pense que c'est effectivement un résultat très impressionnant que vous avez atteint en Inde. Et je pense que c'est un exemple qui pourra servir à un grand nombre d'autres pays, surtout les pays subsahariens. Mais une question, si vous me le permettez. Aujourd'hui, les prix agricoles de l'Inde sont totalement gérés par l'État, c'est ça? Eh bien là, c'est un point de préoccupation, car les prix agricoles et leur gestion et le choix entre ce type de prix agricole géré et les prix du marché libre, c'est là une discussion, un débat qui existe depuis au moins une dizaine d'années. Nous avons opté pour cette gestion des prix agricoles. Encadrement. Il faudrait vous rappeler que l'Inde ne se résume pas à la seule Delhi, ni Bombay, et ce n'est pas Calcutta non plus. L'Inde, c'est quelques 600 000 villages, et 60% de cette population de 1,5 milliard de personnes est de la population rurale. Nous pouvons constater nous pouvons constater que nous pouvons maintenir l'équilibre dans le service des secteurs et ce taux de croissance inférieur à 2% dans le domaine de l'agriculture. Et nous avons choisi cette décision politique de façon intentionnelle.
Mais l'une des recommandations de notre commission était de préconiser un plan de 3 ans pour le démantèlement des mesures de contrôle des prix de marché, donc d'évoluer vers le marché libre.